Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h19 sur studiokalita.com. L'heure ce matin de débuter cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Une revue que nous allons débuter par le site Ynet ainsi que par d'autres sites d'information comme Walla qui nous éclairent dans leur page d'ouverture sur le sort du Premier ministre démissionnaire, Premier ministre libanais démissionnaire Saad El-Hariri. Le site d'information israélien cite lui-même l'agence de presse Reuters, qui elle-même cite des proches de El-Hariri. Ceci explique ce matin que le Premier ministre démissionnaire serait retenu contre son gré à Riyad par le pouvoir saoudien. Selon ses proches, Saad El-Hariri n'avait pas projeté de démissionner. Il devait même rencontrer à Sharm el-Sheikh il y a une semaine, samedi dernier, le président égyptien Al-Sisi. Mais il leur a affirmé, donc à ses proches, jeudi 2 novembre, qu'il devait se rendre d'urgence à Riyad. Dès son arrivée à l'aéroport de Riyad, El-Hariri aurait, toujours selon ses proches, tout de suite remarqué que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Aucun officiel saoudien n'était venu l'accueillir, ne serait venu l'accueillir comme il se doit, et son portable lui a tout de suite été confisqué. El-Hariri aurait alors été placé en résidence surveillée et les dirigeants saoudiens l'auraient contraint donc à lire devant les caméras d'Al Arabiya, la chaîne de télévision saoudienne, le texte annonçant sa démission, expliquant qu'il avait échappé à un attentat. Cette intervention que nous avons tous vue la semaine dernière. Sur le coup, le scénario semblait bien plausible, mais c'est ensuite que l'on a commencé dans l'entourage d'El-Hariri à se poser des questions sur son sort, surtout lorsqu'il n'est pas apparu pendant plusieurs jours à Riyad. Toujours selon ses proches, les Saoudiens auraient compris qu'ils ne parvenaient pas à briser l'alliance entre El-Hariri et leur ennemi viscéral, le Hezbollah au Liban. Et ils auraient donc monté une vaste manœuvre visant à remplacer Saad El-Hariri par son frère aîné, qui lui serait plus proche donc des Saoudiens, et surtout plus hostile au Hezbollah. Mais la réaction du président libanais Michel Aoun, qui avait dit la semaine dernière qu'il ne nommerait pas de nouveau Premier ministre tant que Saad El-Hariri ne serait pas retourné au Liban, a quelque peu torpillé le plan des Saoudiens. Reuters rappelle que la famille El-Hariri a fait une partie de sa fortune en Arabie Saoudite et qu'elle y possède de nombreux biens. Voilà donc une information intéressante à développer. Il est certain qu'elle sera reprise dans les prochaines heures et les prochains jours par d'autres sites, par d'autres médias qui devraient nous éclairer sur le sort véritable de Saad El-Hariri, apparemment peut-être détenu ou en détention ou surveillé donc en Arabie Saoudite. En marge, le Israël Hayom révèle en manchette ce matin que l'Iran construit bel et bien une base militaire en Syrie à quelques 50 km à peine de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Donc c'est la manchette du Israël Hayom de ce matin. Et des responsables des services de renseignement occidentaux affirment qu'il est possible qu'il y ait dans cette base des combattants chiites qui soient parrainés par les gardiens de la révolution. Et le Israël Hayom souligne également, comme nous l'avons dit dans les titres tout à l'heure, qu'un missile patriote israélien intercepté hier un appareil syrien. Il s'agit d'un drone syrien qui avait décollé du sol syrien et s'approchait dangereusement de la frontière avec Israël. En réaction, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a mis en garde les Syriens. Nous réagirons avec force à toute provocation et nous ne tolérerons pas la moindre implantation chiite en Syrie, a dit Avigdor Lieberman hier. Le Haaretz consacre l'un de ses titres en une à la préparation par l'administration Trump du plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Le quotidien israélien de gauche reprend en effet une information publiée hier par le New York Times qui révèle que les experts de l'administration Trump s'affairent aujourd'hui, ou en tout cas depuis plusieurs semaines, autour de ce plan qui devrait être présenté aux deux parties au début de l'année 2018. Le New York Times explique que Jason Greenblatt est rentré aux États-Unis la semaine dernière après avoir passé 3 semaines en Israël et dans la région. Nous avons rencontré les Israéliens, les Palestiniens et plusieurs autres acteurs pour pouvoir préparer un plan de paix, a déclaré Greenblatt, mais il a tenu à faire 2 précisions importantes. Nous ne fixerons aucune date butoir aux deux parties pour parvenir à un accord et nous ne leur imposerons aucune solution. Le Haaretz précise qu'hier, 11 novembre, les Palestiniens ont commémoré l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat et pour la première fois depuis 10 ans, cet anniversaire a été commémoré également dans la bande de Gaza après le retour au pouvoir, au moins civil, de l'autorité palestinienne sur place.
Le coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, le général Yoav Mordechai, a lancé un très vif avertissement au djihad islamique et c'est un avertissement que l'on retrouve ce matin dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom. Dans un message vidéo, le général Mordechai a affirmé que le djihad, mais aussi le Hamas, jouaient avec le feu et avec la population palestinienne de la bande de Gaza en continuant à construire des tunnels offensifs et que dans tous les cas, Israël réagira avec force à ces provocations. Il a également mis en garde contre une réaction de la part du djihad islamique après que l'État d'Israël et l'armée israélienne aient fait exploser il y a 2 semaines donc un tunnel offensif construit par le djihad islamique causant la mort de 7 terroristes du djihad. Nous suggérons à la direction du djihad qui siège à Damas de bien contrôler ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, a encore dit le général Mordechai sur un ton menaçant. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à une interview qu'il a réalisée avec le commandant en chef de la police, Roni Alcher. Pourquoi Alcher ? Pourquoi une interview ? Eh bien parce que le patron de la police a été mis en cause, on le sait, il y a quelques semaines par Binyamin Netanyahou et ses proches qui lui ont reproché les fuites de la police dans les affaires judiciaires concernant le Premier ministre, mais aussi parce que l'un des députés Likoud, David Amsalem, a initié la semaine dernière un projet de loi qui a suscité la polémique et qui vise à réduire le salaire du patron de la police. Pourquoi ? Parce que apparemment donc ce serait une manière de sanctionner donc Roni Alcher pour son comportement dans l'affaire des enquêtes et des interrogatoires de la police israélienne contre Binyamin Netanyahou. Et enfin justement donc lié à cela, il faut rappeler que les enquêteurs de la police ont interrogé jeudi soir le Premier ministre pendant 4 heures. Alors dans le Yediot Aharonot, Alcher affirme que la police est forte et que rien n'entravera son travail. Je me suis érigé une muraille et rien n'ébranlera cette muraille, a déclaré Roni Alcher. Et le journal nous montre une photo du patron de la police recevant vendredi des fleurs ainsi qu'un message de soutien de la part des retraités de la police. Et d'ailleurs, dans le Yediot Aharonot de ce matin, Shlomo Pietrokowski, l'un des éditorialistes du journal, admet que David Amselem, le député Likoud, a franchi un pont de trop en faisant cette proposition visant à remettre en cause la légitimité du patron de la police uniquement parce que celui-ci fait bien son travail. Selon l'éditorialiste, cette initiative n'est rien d'autre qu'une tentative de l'échelon politique d'entraver l'action de la police dans les enquêtes concernant Binyamin Netanyahou. Et en marge de cet entretien avec Roni Alcher, le Yediot Aharonot croit savoir que la police veut désormais entendre le Premier ministre également dans l'affaire des sous-marins, l'affaire 3000. Et cela fait suite aux nombreuses heures d'enquête des 2 avocats et proches conseillers de M. Netanyahou, David Shimron et Yitzhak Molcho. Et puis selon certains sites d'information israéliens, le Premier ministre pourrait être à nouveau interrogé au cours des prochains jours et des prochaines semaines à 3 ou 4 reprises dans le cadre des enquêtes le concernant. Et puisque nous parlons de la police, eh bien, sachez que le Yediot Aharonot nous rappelle que c'est aujourd'hui que débute la semaine de la protection routière en Israël. Une semaine qui sera placée sous un slogan simple mais ô combien important. Il est interdit d'écrire des textos en conduisant. Le journal souligne qu'au cours de l'année écoulée, 94% des PV faits par la police ont été liés à l'utilisation de portables en conduisant. Et ce n'est certainement pas un hasard, mais les habitants de Judée et de Samarie qui faisaient campagne, on le sait, nous en avions parlé la semaine dernière, pour améliorer l'état des routes de ces régions, ont décidé de cesser vendredi leur grève de la faim après avoir obtenu l'assurance que les 200 millions de shekels promis par Binyamin Netanyahou seront bel et bien consacrés à l'amélioration de ces routes, en partie dès cette année 2017, et qu'en 2018, 600 millions supplémentaires seront également consacrés à cet effet important. Le Israël Hayom indique que 35 000 personnes ont passé le Shabbat d'hier, Parashat Raï et Sarah à Hebron, pour marquer ce Shabbat, durant lequel on lit dans la Parasha l'épisode de la vente à Avram du caveau des patriarches. Les visiteurs ont été invités chez les habitants de Kiryat Arba et de Hebron, parmi eux des ministres, des députés et de nombreux rabbins. Et le Israël Hayom souligne que le mouvement Chabad avait dressé près du caveau des patriarches un immense chapiteau qui a permis à 4000 personnes de recevoir des repas durant tout ce Shabbat. Et puis nous terminerons cette revue de la presse de ce matin par une bonne nouvelle qui nous est offerte par le Israël Hayom et qui révèle qu'Israël est le recordman de fécondité des pays de l'OCDE avec un taux de natalité de 3,1 enfants par femme israélienne. Le Mexique arrive au second rang, loin derrière Israël, avec 2,2 enfants.
tandis que d'autres pays occidentaux comme la France sont en deçà des 2 enfants. Le journal indique qu'il y a eu l'an dernier 185 000 naissances en Israël, ce qui signifie qu'il y a une naissance toutes les 3 minutes et demie en Israël, Mazal Tov. Selon ces données, on a recensé en 2016 7 676 jumeaux et 261 naissances de triplés. L'âge moyen d'une femme qui devient mère pour la première fois en Israël est de légèrement plus que 28 ans. Et il est très rare que des femmes israéliennes aient leur premier enfant avant d'avoir eu 19 ans. Voilà donc pour ces informations intéressantes qui nous permettent de terminer cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h29. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants l'invité de la rédaction, notre premier invité ce matin qui sera maître Philippe Koskas, avec lequel nous allons parler justement des enquêtes judiciaires concernant le Premier ministre. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.